Des événements monumentaux d'une importance historique se déroulent sous nos yeux. L'ordre mondial est littéralement en train de changer, et pourtant on assiste à un niveau de stupidité incroyable. C'est incroyable comme les gens sont parfois stupides. Je ne sais pas ce que vous ressentez quand vous voyez ça. Je ressens de l'admiration, du respect et de la gratitude. Nous vivons une époque où nous voyons des événements qui changent le monde et rebattent les cartes et éliminent la corruption ancrée dans les politiques internationales occidentales depuis la Seconde Guerre mondiale, ouvrant une nouvelle ère. Et au lieu de l'accepter, au lieu de vouloir tous faire partie de ce nouvel horizon, il y a des gens qui descendent dans la rue, malades et pervertis. Ceux qui glorifient cet assassin raciste et homophobe et en font une icône. Des gens qui préfèrent ce misérable drapeau d'oppression et de totalitarisme, scandant des slogans meurtriers, se couvrant le visage avec des symboles de domination religieuse qu'ils ne comprennent même pas. Et tandis que l'attention se porte principalement sur le champ de bataille, ils paradent avec suffisance dans des campagnes de solidarité de façade, admirant et adorant des tyrans et des régimes qui écrasent leurs propres citoyens, les érigeant en symboles de liberté ou de justice. Tout en vilipendant les États-Unis d'Amérique, le pays fondé sur le principe de la liberté individuelle. L'ironie, c'est que beaucoup des plus virulents critiques des États-Unis, ceux qui s'insurgent contre des tyrans imaginaires, le font dans des sociétés qui leur permettent de s'exprimer librement, de manifester librement et de vivre librement. Les personnes qui se sont opposées à Che Guevara, aux communistes, au Hamas, au Hezbollah et aux ayatollahs ont été assassinées en masse. Et les manifestants le font dans des pays où les personnes qui ont fui la véritable oppression ont construit de nouvelles vies. Des personnes qui n'ont jamais vécu sous l'autoritarisme défendent des idéologies qui les réduiraient instantanément au silence. Il n'y a rien de plus dangereux que les imbéciles moralisateurs et ignorants qui se laissent si facilement manipuler par le mal déguisé en vertu. Cette année, alors que les États-Unis fêtent 250 ans d'indépendance, il est utile de réfléchir à quelque chose qu'il est soudain devenu controversé de dire tout haut. Que les États-Unis sont le plus grand pays du monde. Que les États-Unis sont l'un des cadeaux les plus importants jamais offerts à l'humanité. Et ne commencez pas à jacasser sur ce qu'il a fait dans le passé ou sur les défauts du pays. Aucune nation n'est parfaite, tout comme aucune personne ne l'est, sans parler du fait qu'aucun grand dirigeant historique n'est sans défaut. Moïse, Abraham, le roi David, le roi Salomon, Washington, Lincoln, Martin Luther King, aucun d'entre eux n'était parfait. L'essentiel est de surmonter ses défauts pour accomplir sa vocation et sa mission. Pour les États-Unis, il s'agit de défendre les idées qu'ils ont introduites dans le monde. Des idées enracinées dans une tradition morale très spécifique, la conviction judéo-chrétienne que chaque être humain est créé avec une dignité inhérente. Les droits ne viennent pas des dirigeants, mais d'une autorité supérieure. De la même manière que les fondateurs, dans la Déclaration d'indépendance, n'ont pas simplement généralisé quoi que ce soit, ils se sont concentrés sur l'individu en écrivant « Tous les hommes sont créés égaux et dotés par leur créateur de certains droits inaliénables ». C'était une déclaration vraiment révolutionnaire. Cela signifiait que les droits ne viennent pas des rois, des gouvernements, des parlements ou des mouvements. Ils viennent du Créateur et, par conséquent, ce qui est encore plus important, ils ne peuvent pas être retirés par le pouvoir humain. Ces idées ont remodelé l'imagination politique du monde occidental tout entier. Elles ont créé un nouveau modèle de société où le peuple et l'individu sont sacrés, où le pouvoir doit être limité et où la liberté n'est pas un privilège, mais un droit de naissance. Et au lieu de célébrer cela, ces enfants gâtés feignent la bravoure et l'intrépidité. Ceux qui critiquent des rois imaginaires seraient dans des goulags et des camps de rééducation ou disparus s'ils vivaient dans un pays non démocratique. Non, au lieu de cela, petite mauviette que vous êtes, vous défilez dans les rues, cachant vos laids visages aux cheveux bleus percés d'un anneau au nez, brandissant vos pancartes stupides et agitant des drapeaux de la folie. Le plus drôle, c'est que j'ai vu ça juste avant l'enregistrement aujourd'hui, publié par David G. Harris Jr. Et il est écrit là, vous pouvez le lire, « Les femmes occidentales se déguisant en révolutionnaires ». Ça résume parfaitement la situation. Au lieu d'aller vivre dans des cloaques comme Cuba ou le Venezuela, vous allez dans vos cafés et mangez dans vos restaurants chics, où des gens travailleurs qui ont fui précisément les trous à rats que vous voulez imiter
travail. Franchement, sans les États-Unis, l'Europe aurait été allemande, ou pire, russe et communiste en plus. Le fait est que sans les États-Unis, la carte du monde moderne serait très différente. L'Asie serait restée sous la domination militariste impériale japonaise ou sous le régime communiste chinois, comme la Corée du Nord, avec d'immenses populations vivant sous des systèmes qui effaçaient l'individualité, effaçaient les origines et effaçaient des cultures entières. Les États-Unis ne se sont pas seulement défendus. Ils ont défendu la possibilité de sociétés libres partout dans le monde. Nous, en Israël, apprécions cela. Pour nous, en Israël, ce n'est pas théorique. Nous savons ce que l'islam a fait au peuple de cette région. Nous savons comment il traite les minorités sans défense. Parce que contrairement à la propagande dans laquelle vous avez baigné, la plupart des citoyens d'Israël sont des descendants de familles qui ont fui les régions du Moyen-Orient colonisées par l'islam. Nous savons ce que signifie avoir un allié partageant nos valeurs. Nous préférons un partenariat avec une nation fondée sur la dignité de l'individu plutôt que sur la suprématie d'un dirigeant. C'est pourquoi, même à une époque où le monde semble confus, fragmenté et moralement inversé, les États-Unis restent un pilier. Non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'elle est ancrée dans des principes qui ont sorti plus de personnes de l'oppression que toute autre idéologie dans l'histoire de l'humanité. Et voyez à quoi ressemble l'alternative dans les autres pays occidentaux dits libéraux. Des pays tellement imprégnés des politiques défaitistes de l'ère post-guerre froide. Parce que ces pays pourris, le Canada, la France, l'Espagne, la Norvège, les Pays-Bas, l'Australie, le Royaume-Uni, la Suisse, l'Autriche et la Finlande. Tous ces pays, soi-disant préoccupés par les droits de l'homme, ont tous voté cette semaine à l'ONU pour nommer la République islamique d'Iran, rien de moins, à la tête d'un comité de l'ONU sur les droits des femmes, les droits de l'homme et la prévention du terrorisme. Je ne plaisante pas, la prévention du terrorisme. Eh bien, pour être honnête, ils ont appris comment prévenir le terrorisme grâce à nous au cours des 2 dernières années et demie. Mais ces pays ont également choisi d'élire la Chine, Cuba, le Nicaragua, le Soudan et l'Arabie saoudite au comité de l'ONU qui supervise le travail des groupes de défense des droits de l'homme aux Nations unies. N'est-ce pas merveilleux? Pendant des années, l'Iran commettait des atrocités, menait des attaques terroristes contre l'Occident, finançait des terroristes en Occident. Les Européens ont normalisé ce comportement. Ils l'ont accepté. Les groupes de défense des droits de l'homme ne s'y sont jamais opposés. Ils critiquent toujours les cibles faciles. La démocratie occidentale est attaquée. Ils excusent toujours les terroristes. Le Liban a été pris par un mouvement terroriste aux ordres de l'Iran. La France ne les a jamais remis en cause ni sanctionnés. Israël adopte une loi pour exécuter les terroristes et aussitôt, ils expriment vivement leurs critiques. Et les Nations unies ont célébré le 47e anniversaire de la révolution iranienne. Mais elles expriment sans cesse des inquiétudes sur Israël. Permettez-nous de leur rappeler que le seul endroit au Moyen-Orient d'où les Arabes n'émigrent pas en masse, c'est Israël. Dites ce que vous voulez sur Israël, les faits parlent d'eux-mêmes. Nous pouvons passer sous silence le fait que toutes les autres soi-disant démocraties libérales occidentales sont restées à l'écart et n'ont pas rejoint la guerre contre les régimes terroristes. Mais il est impardonnable qu'ils récompensent aussi ces pays en agissant comme s'ils respectaient le moindre des principes qui comptent pour les citoyens des démocraties libérales. Pendant trop longtemps, l'Occident a normalisé cette acceptation de pays malades et pervertis, qui joua le jeu de partager des valeurs déformées dans ces organisations internationales, critiquant avec empressement Israël tout en disculpant ces pays. Normaliser l'Iran qui massacre ses propres citoyens. Et les pays qui font cela ne sont pas de notre côté. Honnêtement, je ne veux pas qu'ils soient avec nous. Voici notre jeunesse en Israël aujourd'hui. Ils sont fiers, forts, concentrés et reconnaissants. Voici ce qu'était notre jeunesse il y a 80 ans. Ces choses peuvent encore nous arriver, comme nous l'avons vu au Festival Nova le 7 octobre. Et en tout cas, le 7 octobre nous rappelle ce que nous pensions être notre passé. En fait, nous devrions être vraiment reconnaissants. Merci pour vos nombreux commentaires antisémites dans les commentaires. Certains d'entre vous les laissent même en commentaire. Ce sont des rappels quotidiens d'une époque révolue. Mon contenu n'a pas pour but de changer la vie des gens, car je sais que cela n'arrivera pas. Il est destiné à renforcer ceux qui connaissent déjà la vérité.
Tous les autres, je me fiche de ce que vous pensez. Vous ne faites que confirmer que ce que le Hamas a fait le 7 octobre est quelque chose que vous aimeriez pouvoir faire. Quand ils ont franchi la frontière d'Israël ce jour horrible, ils ont aussi libéré la haine maladive et démente que tant d'entre vous portent dans votre âme pervertie. Comme l'Espagne, par exemple, qui est si ardente dans sa condamnation d'Israël, si critique envers les Israéliens qui célèbrent chaque année une journée « Tuer le Goy ». Attendez, désolé, c'est mon erreur. Ce n'est pas nous. Ils célèbrent chaque année la semaine Matar Judios, signifiant littéralement « semaine de la mise à mort des Juifs », une tradition séculaire de la province de Léon, au nord de l'Espagne, où l'on boit un cocktail alcoolisé durant les vacances de Pâques. C'est acceptable en Europe. Mais que Dieu nous préserve si les Moëls juifs, ceux qui pratiquent la tradition juive de la Brit Mila, font cela en Belgique. Là-bas, ils sont persécutés pour cet acte. Oh, attendez, ai-je dit persécutés? Je voulais dire poursuivis. Honnêtement, je ne m'en soucie pas, ni de leur hypocrisie. Nous n'entrerons plus docilement dans cette nuit sombre. Face à des ennemis plus nombreux et puissants qui oppriment des minorités déjà fragilisées, frustrés de ne plus pouvoir nous faire ça, alors qu'ils aillent tous se faire voir. Il vaut mieux être condamné comme sioniste que pleurer comme victime. Et regarde ça, Gaza, Liban, Syrie, Yémen, Iran, des images de destruction totale. Regarde de très près et souviens-toi, les jours des pogroms en Europe et dans les pays arabes où nous étions des victimes impuissantes ne reviendront pas. À ceux qui commentent combien Israël est détesté aujourd'hui, vous parlez comme vos arrière-grands-parents. Ce n'est pas nouveau. Vous savez qui d'autre nous détestait? Eux. Et devinez quoi? Ils sont passés à autre chose. Ils ne nous détestent plus. Ils ne sont plus là, mais ne nous détestent plus. Alors va te mettre dans la file avec ta haine. Nous sommes là depuis des générations, alors fiche le camp. Et il n'y a pas que les gouvernements. Cette semaine, l'ONU a célébré la Journée mondiale de la liberté de la presse pour souligner l'importance du journalisme indépendant en prélude à la Semaine mondiale de la liberté de la presse afin de permettre une exploration plus approfondie des défis, de l'éthique et de la sécurité dans les médias. Et cette semaine, ils ont principalement condamné les régimes autoritaires et bien sûr l'armée israélienne pour des niveaux records de morts et de répression parmi les journalistes. L'indice mondial de la liberté de la presse 2026 de Reporters sans frontières et les données du Comité pour la protection des journalistes ont désigné l'armée israélienne comme le plus grand tueur de journalistes au monde. Parce que des terroristes du Hamas et du Hezbollah employés par des médias portent des gilets et casques de presse. Pour ne pas être en reste, l'Association de la presse étrangère en Israël a également exigé qu'Israël abandonne ses protocoles de sécurité élargis. Ils appellent cela un combat pour la liberté de la presse, suggérant que sans leur présence physique à Gaza, le monde est dans l'ignorance. J'ai travaillé avec eux pendant plus de 25 ans. Ces mêmes médias, qui prétendent souvent être des observateurs objectifs, ignorent commodément que les entités terroristes ne leur permettraient jamais d'employer du personnel médiatique indépendant dans les zones sous leur contrôle. Ils ne partagent jamais les restrictions imposées par l'autre camp. Il n'est pas besoin d'être un génie pour le comprendre. Il est évident pour quiconque a du bon sens que si un terroriste contrôle une zone, il n'y laissera pas opérer librement n'importe qui. Donc, ils n'admettent jamais auprès des habitants locaux qu'ils emploient, par exemple, l'immunité que leur confèrent les véhicules de presse pour transférer des armes et des terroristes et pour combattre Israël dans les zones de combat. Et ils ne montrent jamais les images partagées par les organisations terroristes elles-mêmes en mémoire de ces mêmes membres de la presse vêtus d'uniformes de terroristes après qu'ils aient été éliminés par Israël. Il y a aussi la question de la prétendue nécessité des médias. Alors qu'ils soutiennent qu'eux seuls peuvent fournir la vérité, ils ignorent en même temps les réalités qui ne correspondent pas à leurs opinions personnelles. Le prince héritier d'Iran, Reza Pahlavi, a eu la malchance d'en faire l'expérience la semaine dernière. Et voici ce qu'il a dit à propos des médias occidentaux lors de sa tournée en Europe. Ma visite avait un objectif, donner une voix aux millions d'Iraniens pris en otage par la République islamique, sa terreur et sa coupure d'Internet. Les millions d'Iraniens qui ont été réduits au silence.
Mais je peux maintenant dire avec confiance que cette réduction au silence, cette censure, n'est pas seulement le fait du régime iranien, mais aussi des médias internationaux, et particulièrement des médias européens. Il raconte avoir rencontré 150 journalistes et discuté avec eux plus de 2 heures. Et voici comment ils ont répondu. Et pendant ces 2 heures, pas un seul des 150 journalistes ne m'a posé de questions sur les 40 000 Iraniens massacrés dans les rues de mon pays les 8 et 9 janvier. Pahlavi avait même avec lui des familles d'Iraniens assassinés par le régime, mais aucune question ne leur a été posée. Qu'est-ce qui intéressait la presse? Voici comment il a conclu. Ici, au cœur d'un continent qui prétend défendre les droits de l'homme, la justice et la dignité, ces journalistes ont totalement abdiqué leurs responsabilités professionnelles et même leur objectivité morale. Ils semblent plus intéressés à critiquer l'Amérique, à demander pourquoi les États-Unis et Israël ont tué le dictateur qui a massacré notre peuple pendant 47 ans qu'à critiquer le régime responsable de ces massacres. C'est un cas classique du quatrième pouvoir autoproclamé qui tente d'imposer sa politique. Qu'il soit vu comme défenseur de la vérité ou comme une industrie cherchant l'audience au détriment de la vérité, une chose reste claire. Ces géants de l'information ne se contentent pas de relayer l'actualité, ils cherchent à imposer leur opinion. Il n'est donc pas étonnant de voir des gros titres comme celui-ci qui donnent une information partielle sans vraiment informer. Le Hezbollah est revenu dans des zones interdites, ce qui viole l'accord de cessez-le-feu ou préparait des tirs de missiles sur Israël. Les médias donnent une impression de vérité, sachant que la plupart ne lisent que les titres. Et ensuite, par le simple volume de négativité, ils façonnent une impression de ce qui se passe. Et en fait, ils vous mentent. Contrairement au passé, nous pouvons désormais les dénoncer. Très bien, alors maintenant prenons une grande inspiration, détendons-nous et passons à autre chose en regardant certains des événements qui se déroulent cette semaine. Avec la guerre en Iran, il semble que nous soyons pris dans ce que je peux le mieux décrire comme un entre-deux instable. Les négociations sont bloquées. Chacun fait mine qu'elles continuent, mais elles n'avancent pas et ne donnent aucun résultat. C'est du théâtre diplomatique sans scénario. Alors que la voie politique reste bloquée, la pression économique agit. Sanctions, restrictions, isolement financier ne sont pas seulement symboliques. Elles font monter la pression et usent lentement l'Iran. Elles transforment le paysage stratégique sans qu'un seul coup de feu soit tiré. Et dans ce vide entre la négociation dans l'impasse et la possibilité d'une grande guerre, les États-Unis poussent la stratégie intermédiaire. Washington a annoncé une opération pour extraire des pétroliers, des navires commerciaux qui sont piégés dans le détroit d'Ormuz. À première vue, c'est une mission technique, mais c'est un message stratégique. C'est une tentative de rouvrir les détroits sous la bannière de la liberté de navigation, l'un des principes fondamentaux de l'ordre international, sans lever le blocus économique contre l'Iran. C'est important car les Américains ne le font pas pour eux, mais pour le monde. Ils disposent de leurs propres ressources pétrolières. Donc, si quelque chose se passe ici, et si les Iraniens continuent ainsi, alors les États-Unis se battent pour le reste du monde. C'est absolument brillant. Et maintenant, encore une fois, c'est un schéma familier et la balle est de nouveau dans le camp des Iraniens. Trump leur a donné jusqu'à mercredi prochain, donc nous verrons bien. Téhéran peut choisir la retenue ou choisir de défier les États-Unis, non pas par une confrontation déclarée, mais par une erreur de calcul, un test, une provocation ou un simple geste qui va trop loin. Qui sait? Personne ne prévoyait l'attaque contre les Émirats arabes unis la semaine dernière. Cela transforme le Moyen-Orient instable en quelque chose de bien plus vaste. Les vrais événements historiques ne suivent ni le rythme des clips TikTok, ni même celui d'un cycle médiatique. Et je reviens à ce que j'ai dit le mois dernier, lorsque le cessez-le-feu venait de commencer. Nous, en Occident, vivons dans des sociétés programmées pour la gratification immédiate. Pas d'attente, pas de processus, juste ici et maintenant. Quand quelque chose prend du temps, se déroule par étapes ou demande de la patience, nous ne le supportons pas. Le processus ne fonctionne pas ainsi. L'histoire ne se diffuse pas sur demande, ni ne va directement en finale. Elle se déroule lentement et de façon imprévisible. Tout l'enjeu, c'est le temps.
Et c'est pareil pour Gaza et le Liban. Gaza existe dans sa propre réalité suspendue. Un cessez-le-feu qui est techniquement en place, mais qui est en réalité asymétrique. L'aide afflue à grande échelle, mais les armes ne sortent pas. Le Hamas est toujours présent, mais affaibli, un acteur présent mais absent. C'est un territoire qui fonctionne juste assez pour éviter l'effondrement, sans rien résoudre. Un équilibre figé. Alors que le Hamas tente de préserver son contrôle, 44 000 Gazaouis ont émigré de la bande de Gaza par les points de passage terrestres jusqu'à présent. Quand vous parlez de Gaza libre, eh bien, vous avez Gaza qui se vide. Et Israël poursuit ses efforts, annonçant avoir achevé la destruction de l'infrastructure du Hamas à Beit Kanoun, à la fois en surface et en sous-sol, et ce, après 2 ans et demi. Cela vous donne simplement une idée de l'ampleur des investissements qu'ils avaient réalisés dans ces infrastructures souterraines dans la bande de Gaza. Le Liban aussi vit dans cet entre-deux instable. Nous attendons le début des négociations avec le Liban, bien que nous sachions qu'il ne peut faire respecter ses propres décisions. Chaque semaine, nous découvrons des tunnels, des armes et des infrastructures, tous conçus pour nous attaquer à tout moment. Mercredi soir, Israël a éliminé le chef de la force Radwan, responsable iranien de la liaison terroriste avec le Hezbollah, qui préparait une attaque contre Israël. C'est un bon signe que ce que nous étions prêts à tolérer avant le 7 octobre n'arrivera plus. Et si vous pensez que le Moyen-Orient n'est pas votre problème, pas votre guerre, alors avant de conclure, je veux vous laisser avec une réflexion soulevée par l'expert des affaires arabes Edith Barr, que j'ai déjà cité ici. Cela saisit quelque chose de plus profond que la géopolitique. Cela saisit la psychologie du moment. Dans une récente publication, elle propose une comparaison frappante qui nous oblige à regarder les courants idéologiques qui façonnent l'Occident avec un peu plus de sobriété. Elle nous rappelle que ce que nous appelons aujourd'hui les mouvements de justice sociale portaient autrefois un nom très différent dans une autre partie du monde. C'était la méthode de la révolution iranienne. Barr établit un lien direct entre l'ayatollah Khaïmini en 1979 et la nouvelle génération d'activistes politiques occidentaux, et elle met en avant une stratégie bien connue. Khomeini savait que pour déstabiliser une société du camp occidental, il ne fallait pas débuter par la théologie. Vous débutez par des promesses. Électricité gratuite, eau gratuite, justice pour les pauvres, une guerre contre la corruption, un rêve enrobé du mot gratuit. Ça vous dit quelque chose? En 2026, Zoran Mamdani, le maire de New York, promet le logement gratuit, des transports gratuits, la justice sociale et une guerre contre les riches. Khomeini a utilisé la gauche iranienne pour accéder au pouvoir, puis il l'a éliminée. Mamdani se sert de la génération woke pour contrôler la municipalité de New York. Alors, où penses-tu que cela va mener? C'est l'alliance rouge-verte dans toute sa splendeur, une idéologie extrême déguisée en progrès social. Et Edith nous rappelle autre chose. En 1979, de nombreux intellectuels occidentaux étaient convaincus que Khomeini représentait la libération et le modernisme. Ils n'ont compris que plus tard ce qui s'était vraiment formé. L'histoire ne se répète pas toujours avec les mêmes symboles. Parfois, elle change simplement de langue, de slogan et de public cible. Et Edith Barr nous laisse avec ceci. La question n'est pas de savoir si New York deviendra Téhéran. La question est de savoir pourquoi les intellectuels occidentaux continuent de tomber amoureux des mêmes mécanismes idéologiques, simplement avec de nouveaux slogans. C'est une question à laquelle vous pouvez réfléchir jusqu'à la prochaine fois. Merci de m'avoir rejoint ici. Je suis Daniel Siman et ceci est en direct de la JNS TV à Jérusalem, en Israël.